Dank u wel voor de mogelijkheid. Merci beaucoup d'avoir l'occasion de venir vous parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, je suis Tine Vermeeren, coordinatrice au niveau de la plateforme Mineurs en exil, qui est une plateforme nationale bilingue. Et donc, nous regroupons des organisations qui travaillent avec des enfants. Nous nous occupons aussi de mineurs en exil, mineurs non accompagnés, et aussi des mineurs qui sont dans des familles, mais qui ont donc un séjour précaire. La plateforme Mineurs en exil s'est penchée sur la détention des familles avec des enfants mineurs. En 2015, ce groupe de travail a travaillé à la rédaction d'un groupe de travail fixant un cadre réglementaire pour ces habitudes et qui a vérifié aussi comment tout cela se fait dans la pratique. Ma présentation est surtout axée sur ce rapport, donc qui date de fin 2015, début 2016. Et ensuite, je l'ai mise à jour sur base de discussions que j'ai eues avec l'Office des étrangers fin de l'année dernière. Il y a le monitoring qui se fait par Jesuit Refugee Service. Et alors, il y a également des statistiques que je vous donnerai et qui viennent du rapport annuel de Myria. Alors, de quoi vais-je parler ici? Tout d'abord, je vais vous donner les idées de base en matière de détention et d'alternatives à la détention. Ensuite, 2 mots sur l'historique de la détention des enfants en Belgique, les pratiques actuelles, la séparation aussi des familles qui se fait parfois quand il y a des tensions, et puis aussi les projets d'avenir de notre gouvernement. C'est un petit peu de la théorie ce que je vous donne ici, mais je pense que c'est important. La détention, c'est-à-dire qu'il s'agit là de limiter la liberté de mouvement. Il y a 2 sortes de privation de la liberté, la privation au niveau pénal, donc la détention, ou alors la détention administrative. Quand c'est une détention pénale, à ce moment-là, c'est une peine pour des faits encourus et la détention se fait après un procès ou dans l'attente d'un procès, et la privation de liberté est une peine à proprement parler. Quand on parle d'une détention administrative, la détention découle d'une décision d'un établissement public, ça n'est pas le résultat d'un procès, et la privation de liberté est ici un moyen pour réaliser un objectif, c'est-à-dire pour éviter qu'un individu se soustrait à un contrôle. Quand on parle d'une détention et de raison de gracier quelqu'un, eh bien c'est cette deuxième. Donc, détention administrative, pas de fait, pas de procès. Ça, c'est très essentiel et très important à retenir. Étant donné que la détention est finalement une privation de liberté, la détention pour raison d'immigration n'est permise que sous certaines conditions. Et je lis. La détention est un dernier recours qui ne peut être appliqué que lorsque la loi le permet, lorsque cela permet d'obtenir l'objectif poursuivi. La détention ne peut être appliquée que pour une période la plus courte possible. De plus, toute décision de détention doit être précédée d'une analyse individuelle qui vient vérifier s'il y a vraiment une nécessité, et alors je parle de ce dernier recours, si la décision n'est pas arbitraire, pour voir s'il y a vraiment un objectif légitime, et puis il y a également le caractère proportionnel, c'est-à-dire la détention est-elle proportionnelle par rapport à l'objectif poursuivi. Et tout cela doit être vérifié tout en tenant compte de la vulnérabilité de l'individu, et l'analyse se fera toujours sur base de critères objectifs. Y a-t-il des alternatives à la détention? Eh bien, l'alternative, c'est toute législation, toute loi, toute politique qui permet à des immigrés de résider dans une communauté, et ce, tant que la procédure est en cours, procédure d'acceptation ou de refus, et tout cela en respectant les droits de l'homme. Et cette pratique est appliquée lorsque une détention
semble nécessaire, lorsque c'est le dernier recours, lorsque ce n'est pas arbitraire, mais lorsque c'est disproportionné. Donc, si la détention n'est pas proportionnelle à l'objectif poursuivi, on peut décider d'imposer une alternative à la détention. Donc, que faut-il retenir ici? S'il n'y a pas de base de détenir quelqu'un, il n'y a pas de base non plus d'imposer une alternative à la détention. Donc, il est important que l'alternative de la détention ne devienne pas une alternative à la liberté. Jusqu'en 2008, on détenait dans des centres fermés des familles avec enfants, même si c'était tout à fait inapte pour les enfants. Il y avait 400 enfants à peu près en 2007 qui étaient détenus. La Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque l'on détenait des enfants dans des circonstances qui ne convenaient pas. En 2008, il avait été mis fin à cette pratique de détention d'enfants dans les centres fermés, mais malheureusement, il n'y avait pas d'interdiction de détention d'enfants dans la loi. Aujourd'hui, les enfants peuvent se retrouver dans des centres fermés, mais pour une période très courte, c'est-à-dire pour quelques heures. Il s'agit donc lorsque des familles arrivent à Zaventem et qu'elles ne répondent pas aux conditions pour entrer sur notre territoire, à ce moment-là, elles peuvent se retrouver en centre et ça se fait dans le centre fermé de Caricol. Si une expulsion ou un retour dure plus de 48 heures, à ce moment-là, on les envoie dans une maison. En 2015, 75 familles ont été détenues à Caricol pour quelques heures, donc entre quelques heures et 48 heures maximum. Notre recommandation, c'est de mettre fin à cette détention aux frontières. Les gens qui demandent l'asile dans l'aéroport devraient se retrouver chez FEDASIL comme tous les autres demandeurs d'asile. Une autre possibilité alors, une deuxième possibilité consiste à détenir les familles juste avant leur départ. Donc parfois, les gens ont un vol qui part la nuit ou très tôt le matin. Dans ce cas-là, les familles sont transférées à Caricol pour quelques heures seulement. On n'a pas de chiffres à ce niveau-là. Et donc, nous aimerions bien que les pouvoirs publics ou que le gouvernement soient plus transparents par rapport à cette pratique. Nous savons que cela a lieu et nous demandons que cette pratique cesse parce que l'impact d'un transfert, d'une arrestation, d'une détention pour des familles, c'est quand même quelque chose d'important. Et nous nous posons des questions quant à la nécessité de ce genre de détention. Lorsqu'il s'agit de détenir des familles avec enfants, il s'agit surtout de ces maisons qui sont mises à disposition. C'est quelque chose qui a été créé en octobre 2008, lorsque les pouvoirs publics ont décidé d'arrêter de détenir des enfants dans des centres fermés. Ces habitations sont parfois appelées des FIT, donc c'est une équipe de famille d'identification, ou on appelle ça aussi les logements Turtle en néerlandais. En tout cas, c'était au nom de la ministre Turtelbaum qui les avait instaurés. Ce sont là des maisons unifamiliales et c'est là que l'on détient des familles avec des enfants mineurs. Ce sont des maisons ouvertes, c'est-à-dire que les gens sont libres d'aller et venir, mais il y a quelques restrictions. Ils sont obligés, par exemple, d'y dormir toutes les nuits, toute la famille, et une personne doit rester présente, ou à tout moment, il doit y avoir quelqu'un dans le logement. Aujourd'hui, il y a 5 catégories de familles qui peuvent y loger. D'abord, il peut s'agir de familles qui font une demande d'asile à la frontière, donc les familles frontalières, on dit alors. Il peut s'agir de familles qui n'entrent pas ou qui ne demandent pas l'asile, mais qui introduisent un recours contre une décision de détention ou de rapatriement. Donc, dans l'attente d'une décision, ces personnes peuvent résider dans une maison. Ça peut être des familles dites de Dublin, donc on en a parlé ce matin.
Il peut s'agir de familles sans séjour légal sur notre territoire et il peut s'agir de familles sur notre territoire qui ont reçu une réponse négative à leur demande d'asile. Aujourd'hui, il existe une 6e catégorie qui se retrouve dans ces maisons. Ce sont des familles qui bénéficient d'un accueil dans le cadre d'un arrêté royal en matière d'aide matérielle. Pour cette catégorie de familles-là, il ne s'agit pas de détention. Donc ces gens n'ont pas de décision de détention et donc je ne vais pas en parler davantage ici. Voilà pour vous donner une idée. Voilà, ça, ce sont ces logements. Ce sont des logements unifamiliaux, donc ce sont parfois des petits appartements, des studios. Il y a 4 sites différents et il y a 27 logements. En 2015, 161 familles ont été logées, 580 personnes, et en ce compris à peu près 330 enfants mineurs. Je vous le disais, les profils sont très différents. Ce sont parfois des familles qui viennent d'arriver en Belgique, à Zaventem, qui sont immédiatement envoyées dans un tel logement. Il peut s'agir de familles qui logent dans notre pays ou qui résident ici depuis des années, qui avaient un séjour qui était légal, mais qui perdent ce séjour, par exemple, ou alors des familles qui ont perdu leur séjour. Lorsque nous regardons comment ces familles quittent, eh bien, sur les 161 familles, 50 sont remises en liberté ou sont libérées en 2015. Donc là, on peut vraiment se demander si cette détention était nécessaire. Fallait-il vraiment mettre ces familles dans ces maisons-là? Alors, 3 retours volontaires, 9 rapatriements, donc retours forcés, 27 exclusions ou personnes qui ont été refoulées aux frontières. Donc, 39% des familles disparaissent finalement de ces logements. C'est une baisse par rapport à 2014. Là, 50% des familles venaient à disparaître de chez nous. Alors, comme je vous l'ai dit, les circonstances sont en ordre, mais les sites sont assez isolés et nous avons quand même toute une série de recommandations à formuler pour que le séjour des familles et pour que ces logements s'en portent mieux. Alors, je vous le disais déjà, il y a donc des familles frontalières, c'est des familles qui arrivent à la frontière. Ces familles ne devraient pas être envoyées dans ces logements-là. Ces familles devraient se retrouver dans le réseau normal. Alors, quid des procédures et des critères qui permettent d'arriver à une décision en matière de détention? C'est vrai pour les centres fermés, mais aussi pour ces logements. Il faut regarder quelle est la nécessité, l'objectif, le caractère proportionnel, la vulnérabilité de la famille. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de critères clairs et c'est le service CEFOR qui décide si une famille doit, oui ou non, être détenue. Et ce, sur base d'un dossier administratif. Il n'y a pas de consultation, on ne consulte pas l'entourage de la famille, on n'entend pas les personnes. Et donc, lors du monitoring ou lors du contrôle, lors de nos visites aux familles, nous constatons qu'il y a beaucoup de familles qui ne devraient pas être dans ce type de logement. Je pense à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou autres, des éléments finalement qui rendent une détention difficile, voire impossible. Et donc là, nous demandons d'urgence des critères, des procédures, et ces critères et ces procédures devraient aussi être ancrés dans notre réglementation, voire inscrits dans la loi. Très souvent, les familles sont surprises d'apprendre qu'elles seront mises en détention. Et ce matin, on en a parlé aussi. Mike a donné des exemples aussi pour les centres fermés, mais la même chose est vraie pour les familles. Alors, en ce qui concerne les coachs, un élément positif, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de coachs, c'est-à-dire que les sites ont aujourd'hui 2 coachs, mais l'accompagnement des coachs pourrait quand même être meilleur sur le plan de la qualité. Le job n'est pas facile, surtout quand vous prenez les profils des différentes familles. Accompagner quelqu'un tout au long d'une procédure d'asile ou accompagner quelqu'un pour un départ ou un retour volontaire, eh bien, ce n'est pas le même genre d'accompagnement. En ce qui concerne l'enseignement, là aussi, il y a une amélioration.
Dans le temps, il arrivait souvent que des familles qui habitaient en Flandre, finalement, elles étaient envoyées en Wallonie et inversement. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc on tient compte aujourd'hui de la langue de l'école pour les enfants. Il y a également un accord avec les écoles primaires et les maternelles dans les écoles des environs, c'est-à-dire que quand il s'agit d'enseignement primaire, les enfants continuent à aller à l'école, mais ce n'est pas le cas pour tous les sites. Sur certains sites, il n'y a pas d'accord avec des écoles et il est très difficile pour des enfants d'aller à l'école. Et pour les humanités, il n'y a pas d'accords locaux. Là, c'est très difficile et en général, les jeunes, ils arrêtent leurs humanités dès qu'ils arrivent dans ce genre de logement. Il y a encore des questions par rapport à l'assistance juridique, mais ça, c'est pour l'orateur suivant. Et alors, il y a aussi quelques problèmes pratiques en ce qui concerne l'équipement de ces logements. Il y a des télévisions, par exemple, mais il n'y a ni antenne ni câble, donc la télévision ne fonctionne pas. Il n'y a jamais de Wi-Fi, ce qui est quand même indispensable aujourd'hui aussi pour préparer une procédure d'asile, pour être en contact avec les amis, la famille. Donc toutes ces choses-là devraient changer. Et enfin, l'importance de la transparence et du monitoring, ça, on en a déjà parlé aujourd'hui. Restent alors deux autres alternatives à la détention. Une première, c'est la possibilité de rester dans ce logement en attendant un retour volontaire et être accompagné par CEFOR. Et deuxièmement, il y a des mesures préventives pour éviter les disparitions. Alors, ces alternatives ne découlent pas d'une décision en matière de détention. Donc, ça ne répond pas tout à fait à notre définition, mais lorsque les pouvoirs publics l'appliquent correctement, eh bien, ça permet d'éviter à des gens d'être arrêtés. On pourra peut-être revenir sur ces mesures plus tard, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Alors, la séparation des familles. Le groupe Transit, qui rend visite au centre fermé, a rassemblé les informations sur les situations des adultes qui sont dans des centres fermés et sur leurs familles. Beaucoup de ces adultes ont des problèmes familiaux, ont un partenaire, ont des enfants, ou les deux en Belgique, et du fait de leur détention, ils sont séparés de leur famille. Dans 40 des 450 cas qui ont été étudiés, il s'agissait d'une séparation par rapport aux enfants mineurs. Ce n'était pas seulement une séparation pendant la détention, mais en général, le père doit quitter le pays alors que la famille reste en Belgique. Il y a plusieurs possibilités, ou en tout cas plusieurs contextes dans lesquels cette séparation se fait. Il se peut qu'au moment de l'arrestation, le père se retrouve en centre fermé et le reste de la famille se trouve dans un logement en vue d'un retour. Il se peut que seul le père soit arrêté, par exemple sur la route, lors d'un contrôle du travail, et le reste de la famille, eh bien, ils poursuivent leur vie. Et il se peut aussi qu'une famille soit séparée juste avant le rapatriement à l'aéroport, et cela pour éviter des incidents. On a déjà parlé de l'ordre public ce matin. Et l'ordre public peut être un motif invoqué pour séparer des familles, mais cet ordre public est interprété de façon extrêmement large, on l'a dit. Souvent, on peut aussi invoquer la fraude pendant la procédure, et là aussi, fraude, c'est très très large, mais là aussi, ça peut être un des facteurs qui justifie la séparation d'une famille. Cela peut aussi s'expliquer par des problèmes de santé mentale d'un des deux parents. Un des deux parents est alors mis dans un centre fermé, plutôt que de le mettre dans un établissement de soins. Dans ces cas-là, nous demandons que les gens ne soient pas envoyés vers un centre fermé, mais plutôt vers un établissement de soins. Parfois, les familles sont séparées pour une problématique de protection. Parfois, il y a un danger pour l'enfant. Et dans ces cas-là, on demande ou on fait appel au tribunal de la jeunesse, à un soin spécial pour les jeunes. Et parfois, c'est le tribunal qui décidera à ce moment-là de séparer le parent d'un enfant et le parent se retrouve alors en centre fermé. Enfin,
Que nous réserve l'avenir? Alors, qu'envisage notre gouvernement? Eh bien, ils veulent construire un centre fermé cette année-ci pour pouvoir y enfermer des familles avec enfants. Ça fait partie de l'accord gouvernemental et le secrétaire d'État l'a récemment rappelé. Alors, le plan ou le but est de construire 4 ou 5 unités familiales à côté du centre 127 bis, juste à côté de la piste d'atterrissage à Zaventem. Pour le reste, on ne sait que peu de choses de ces plans, peu de transparence. Comment seront ces unités? Le secrétaire d'État dit que les familles résideront très brièvement et que les conditions de détention seront adaptées à la présence des enfants. Mais nous nous opposons farouchement à ces projets. Des enquêtes ont déjà démontré que même pour une très courte durée, une détention, peu importe si les conditions sont humaines, eh bien toute détention a un impact important sur la santé, sur le développement et l'évolution des enfants. La détention des enfants viole les droits de l'homme. Tout enfant doit être traité comme un enfant et ce conformément au traité international des droits de l'enfant. La liberté est un droit fondamental. La détention des enfants va à l'encontre du bien de l'enfant. La Belgique a ratifié le traité des droits de l'enfant et ce traité dit que l'importance de l'enfant doit toujours primer dans toute décision qui est prise par rapport à un enfant. On ne peut donc pas comprendre qu'une privation de liberté pour une question d'immigration puisse être dans l'intérêt de l'enfant. Voilà pour ma contribution.